bon, allez, on y retourne. Non mais vous vous foutez de moi? Vous voyez pas que c'est une idée de merde? Ça retient que dalle de l'entourer avec du papier toilette. C'est symbolique. Symbolique mon cul? On reste dans le thème. Sérieux, j'ai beau apprécier l'esthétique de FNAF, pensez pas me faire avoir comme ça. C'est moi qui t'ai piégé ici. Lui, il est trop stupide pour attirer des clients ici. Hey! Je confirme. Hey! Mais pourquoi me piéger moi? T'es pas le premier client qu'on a coincé ici pour une vidéo de l'or. Et ils sont morts? Non! Ils sont désormais des animatroniques à plein temps. On n'est pas payé. Pas mon problème. Oh, par pitié qu'on en finisse, que je me barre de cet asile de fous. Ha! Toi, ça fait quelques heures. Moi, ça fait 5 ans que je les supporte. Silence, tas de ferraille. On a des super diapos à regarder. Il est temps de parler de la dernière saga de jeu Five Nights at Freddy. Encore en cours au moment où je fais cette vidéo. La saga du Mimi. Mais avant de commencer, voici un petit rappel des événements de lore précédents à retenir pour cette saga. Dans l'ancien lore, Fazbear Entertainment a été fondé par Henry et son ami William Afton. C'est une chaîne de divertissement ayant construit des pizzerias très populaires à travers le pays. Achète ma mère! Achète ma mère! Mais William Afton va découvrir l'existence du Remnant. Une substance créée lorsqu'une personne meurt, mais aussi produite en grande quantité si la victime est très jeune et agonise. Cette substance sert à faire tout et n'importe quoi, et William Afton en voudra toujours plus. Totalement pas méchant, bien sûr. Il va donc créer des animatroniques pour discrètement tuer des enfants afin de récolter le Remnant, ainsi que le Scooper, qui peut à la fois récupérer et injecter celui-ci. William Afton ira jusqu'à se déguiser en animatronique pour tuer lui-même ses victimes, grâce au costume à Springlock, permettant de compresser la machine à l'intérieur. Plein de meurtres plus tard, les enfants morts se mettent à hanter les animatroniques et faire couler l'entreprise. Oh! Oh putain! Oh, ça fait peur, mais moins que la crise économique quand même, hein. William tentera de récupérer le Remnant avant que tout ne soit fermé, mais les fantômes le piégeront dans une salle, et celui-ci, paniqué, décidera de se cacher dans son vieux costume à Springlock. Mais les ressorts lâchent, et il meurt broyé dedans. Cependant, il ressuscite, et s'appelle désormais Springtrap. De pas voler, c'est original. Il brûlera à la fin de FNAF 3, mais survit. Et ce n'est qu'à la fin de FNAF Pizzeria Simulator qu'il est piégé par Henry, son ancien ami, avec lequel il avait fondé l'entreprise. Et il va l'incinérer une bonne fois pour toutes, avec tous ses animatroniques tueurs ayant fusionné sous forme d'un blob hors champ. Meurs, monstre, tu n'appartiens pas à ce monde! Voilà les grandes lignes à retenir pour cette nouvelle saga. Débuté le 28 mai 2019, Help Wanted est un jeu en réalité virtuelle qui a changé le lore de FNAF à jamais. Pour une raison simple, elle a décanonisé toutes les histoires racontées par les jeux précédents. Perso, j'appelle ça faire une Disney avec Star Wars. Absolument pas pareil! Car à partir de ce jeu, toutes les œuvres de FNAF existent dans cet univers. Là où Disney a fait du tri sur ce qu'il gardait, Scott Cawthon a décidé que certains éléments des jeux se sont probablement passés dans cet univers, mais ne dit pas lesquels pour le moment. Cependant, il a aussi décidé de canoniser tous les jeux et bouquins en justifiant leur existence comme étant des histoires créées par des malades mentaux. Ha! Ironie! Je le trouve vachement sarcastique, ce robot. Je prends exemple sur les humains. C'est pas ma faute si vos réparties sont constituées à 90% de sarcasme. Bref, le jeu est un jeu. Bande de connards, faites pas comme si vous aviez pas compris. L'entreprise Freddy Fazbear Entertainment a fait créer ce jeu pour décrédibiliser toutes les rumeurs de tueurs d'enfants liées à la boîte. Car dans cette réalité, l'entreprise est giga riche. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a des méga casseroles au cul ultra évidentes et qu'on a du fric? On se paye une armée d'avocats sans morale? Oui, mais on peut aussi faire une immense campagne de désinformation pour redorer l'image de la boîte. Ça coûte moins cher. Non mais s'il y a eu des meurtres, tu peux pas faire comme si les corps existaient pas. Il y a des preuves physiques et scientifiques. Il y a bien des gens qui croient que le Covid n'a tué personne. Ne sous-estime jamais le déni des gens face à la réalité scientifique. Moi, je ne crois qu'en une chose. La bêtise humaine. Bah, pendant le développement du jeu, il y en a eu des décisions stupides. La première a été de coder le jeu avec un programme inconnu dans un vieux disque dur pour gagner du temps de programmation. Sauf que le premier testeur s'est tranché le visage pour en sortir.
Et la seule réaction des dirigeants fut Oh ça va, c'est juste un bug. On va continuer de peaufiner le jeu. une réaction étonnamment réaliste pour les dirigeants de méga-corporations irresponsables. Je doute que Scott Cawthon se soucie du réalisme après Sister Location. Ça dérange pas les fans. Les fans sont plus concentrés à faire des théories pour relier toutes les œuvres FNAF entre elles, plutôt que réfléchir à la cohérence. Oh, perso, je pensais qu'ils étaient plus occupés à faire des fanarts sexy d'animatronique. Être ou ne pas être sexy. Je crois que si j'analyse plus cette séquence, je vais disjoncter, alors reparlons plutôt de décisions stupides dans le jeu. Eh bien, la seconde programmeuse qui a continué le projet a fait un journal audio racontant son avancement dans la création du jeu, et s'est rendu compte de l'existence d'un virus, et a donc voulu sécuriser ses cassettes en les rendant indestructibles. Sauf que le virus a fusionné avec les cassettes. Du coup, il est devenu indestructible. Non mais arrêtez le sarcasme, vous donnez une mauvaise image au robot. Pour leur défense, c'est difficile de pas être consterné et sarcastique face à autant de conneries. Ouais, mais la programmeuse était moins conne. Elle a décidé de cacher ses cassettes dans le jeu, pour fragmenter le virus. Sauf que si vous écoutez toutes les cassettes, vous faites exactement ce qu'elle vous dit de ne surtout pas faire. Oui, bah, la curiosité humaine, c'est une décision stupide, plus cohérente que dans les opus précédentes. Alors fermez-la! Et on retourne à pourquoi le jeu existe. Le jeu a pour but de décrédibiliser les histoires de meurtre en mettant en scène les jeux et le meurtrier dans un costume de lapin ridicule. Sauf que le virus va prendre l'apparence de celui-ci, et donc naîtra la menace qui s'appellera Glitch Trap, référence à Springtrap. Sauf que le virus n'est pas n'importe quoi. Il va se mettre à manipuler la programmeuse, ainsi que d'autres gens faibles psychologiquement, qui auront testé le jeu. Et nous verrons les conséquences dans les prochains opus. Clairement, la saga repart sur de nouvelles bases, beaucoup plus simples et à nouveau cohérentes. Le jeu nous tease même la construction d'une nouvelle enseigne avec un masque mystérieux. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que le vieux lore n'est plus que de la fiction dans l'univers de FNAF. Et Fazbear Entertainment existe toujours, mais essaye de cacher les histoires de meurtre avec ce jeu vidéo. Cependant, il l'a conçu avec un code corrompu qui a créé un virus se prenant pour William Afton, et que les fans appelleront Glitch Trap. Et on ne sait pas encore ses véritables intentions. C'est faux à dire, mais ce seul retcon a permis de remettre la licence sur les rails. Les fans auraient tellement pu déchanter facilement avec cette nouvelle. Comme la fois où des fans ont fouillé les poubelles de Scott Cawthon et découvert qu'il votait Trump. Quoi? Quoi? Ça t'étonne qu'un capitaliste vote pour Trump? Non mais ça, à la limite, j'en ai rien à foutre. Mais y a vraiment des fans qui fouillent ces poubelles? Précieux morceau de l'or! À moi! Non, à moi! À moi! À moi! Je t'ai dit, crois en la bêtise humaine, tu seras jamais déçu. Ne sois pas si médisant avec les affamés de l'or. Il y en a une partie qui est totalement consciente que Scott Cawthon aime les torturer. Et ça s'est pas arrêté avec cette nouvelle saga de bouquins. Les Fazbear Fries. Oh, y en a autant que ça. Ça, non. C'est juste une pile de mangas qui traîne. Par contre, il y en a une douzaine. Les Fazbear Fries, je cite Scott, servir à boucler des trous du passé. Un passé que je rappelle, dans les jeux précédents, n'était pas valable. Donc, comme d'habitude, cette licence déteste la cohérence. On a une histoire où une victime voit les meurtres de FNAF 1. On a une histoire où le harcèlement c'est trop génial et ça rend plus fort. Oh, c'est comme la Jamel, tout le monde réagit pas pareil. Mauvais exemple. Retour au bouquin. Il y a une histoire où le mec a créé un jeu VR où il tue Springtrap en boucle, puis à la fin il accouche de Springtrap. Je ne déconne pas, et puis c'est pas plus stupide que des bonbons qui transforment en piñata. Je ne déconne toujours pas. Mais il y a aussi des histoires cool, genre le Fazgoo qui clone des humains. Non mais y a vraiment des gens qui ont relu les bouquins et se sont dit que c'était des bonnes histoires? Mais il y a vraiment quelques bonnes histoires dedans, noyées dans plein d'histoires qui questionnent la santé mentale des scénaristes. Dans cet océan d'histoires foireuses, on a une qui raconte littéralement FNAF 3, en introduisant à nouveau les disques d'illusion. Et à la fin, le personnage brûle. Franchement, la saga du Mimic se portait très bien avant ces bouquins. Donc on va faire comme s'il n'existait pas. Le plus tragique, c'est qu'il y a des fans qui essayent de canoniser à l'univers des jeux. Franchement, on n'est jamais déçu sur la bêtise humaine. Non mais tous les fans de FNAF sont pas débiles. Je suis un peu fan de la licence et je reconnais quand elle part en couille et pointer aussi bien ses défauts que ses qualités. Ça s'appelle avoir du recul. Hérétique! Five Nights at Freddy est parfait! Même le passage où un mec accouche de Springtrap. Trêve de délire et parlons du jeu suivant.
Security Breach, sorti le 16 décembre 2021. Un jeu open world qui tranche radicalement avec les jeux précédents en oubliant complètement que c'était censé être une licence de jeu d'horreur. Donc, ouais. Voilà. Ça s'annonce bien. J'imagine que c'est pour vendre encore plus de produits dérivés pour les gamins. C'est pas ça qui les en a empêchés avant. Bref, cette histoire raconte l'histoire de Gregory, un gamin ayant réussi à se cacher dans l'animatronique de Freddy pour arrêter ceux qui font disparaître des enfants dans le Pizzaplex. Car oui, Fazbear Entertainment continue d'avoir des meurtres d'enfants, mais grâce à la magie du capitalisme, la boîte continue son activité comme si de rien n'était, avec cet immense Pizzaplex dont la sécurité est dirigée par Vanessa et une armée de robots. Waouh, je suis complètement libre, c'est un véritable open world. Notre protagoniste n'est clairement pas innocent dans cette histoire, car on l'apprendra dans les enregistrements et des bouquins plus tard, mais Gregory a foutu du code corrompu dans tout le Pizzaplex, et donc à l'origine du pétage de plomb de l'endroit. En effet, lui et Vanessa ont été manipulés par Glitchtrap pour qu'ils prennent le contrôle de l'endroit. Celle-ci étant psychologiquement instable de base, elle développera une double personnalité psychopathe en la personne de Vanny. Je parie que ce personnage a inspiré beaucoup de Furies. Je connais vaguement les Furies, et ces gens sont beaucoup plus talentueux et sains d'esprit que ce perso. Perso, je pense plutôt qu'elle a inspiré une catégorie plus adulte de fanart. T'es dégueulasse. Trêve d'analyse, car la direction est au courant de son pétage de plomb. Mais j'imagine que c'est pas leur problème, tant qu'elle gère la sécurité de l'endroit. C'était la moins chère. Glitchtrap demandera à Vanny de faire déterrer des endosquelettes sous le Pizzaplex, car visiblement cet endroit a été construit sur l'ancien Freddy Fazbear Pizza. Donc on va rentabiliser le lieu en recyclant des robots. Honnêtement, je pense que là, on est au même niveau de décision de merde que de construire sur un cimetière indien. Silent Hill a été construit sur un ancien cimetière indien et... Non, en fait, c'est pas un bon exemple. Mais qu'est-ce que je fous là? Je te sens anxieux. Prends du poison. Non. Bref, Gregory va explorer l'endroit et va défoncer la tronche des animatroniques pour récupérer leurs pièces afin d'améliorer Freddy. C'est pas une métaphore, il va littéralement les mettre en pièces, en leur arrachant les mains, les yeux et les cordes vocales. Ne sous-estimez jamais la capacité de destruction d'un enfant. Sauf que grâce à la puissance du scénarium et du Remnant, choisissez votre justification de pourquoi ces animatroniques fonctionnent encore malgré tous ces foutus dégâts dans la tronche. Rester en vie est une souffrance. Il va devoir leur échapper jusqu'à la réouverture du Pizzaplex. Et à partir de ce moment-là, on a accès à plusieurs fins. L'une d'elles consiste à sortir dès la réouverture, mais les disparitions d'enfants continueront, et Gregory se fera planter par Vanny. L'autre, c'est de cramer l'endroit, mais c'est pas sympa pour Vanessa. Une autre consiste à aller dans les profondeurs du Pizzaplex, où l'on découvre que le blob est toujours canon, ce qui laisse à penser que tous les jeux précédents sont donc encore canons. Huckafton a l'air encore bien vivant, pas plus mort que d'habitude. Du coup, on va aller le brûler encore une fois, mais je pense qu'il commence à avoir l'habitude, ce qui causera l'effondrement de l'endroit. Mais le blob récupère Springtrap, tandis que Freddy et Gregory fuient et sont trop contents d'avoir pété le Pizzaplex avec... Ah merde, Vanessa est encore morte. Donc il reste encore une dernière fin, qui semble être la vraie vu ce que racontent les prochains jeux. Dans celle-ci, il faut jouer à des bornes d'arcade corrompues par Glitchtrap et le tuer dedans. Seulement après avoir terminé tous les jeux Princess Quest, vous avez vaincu le méchant virus. Et donc Vanessa retrouve ses esprits. Et tous les trois mangent une glace comme si de rien n'était. Alors que ces deux connards ont dû provoquer indirectement et directement la mort de plein de gens. Et je n'ai aucun regret. Résumé, Fazbear Entertainment est clairement complice de la disparition d'enfants, étant donné qu'elle nommera Vanessa, chef de la sécurité, d'un de leurs Pizzaplex, en étant parfaitement conscient qu'elle est complètement folle. Vanessa est une des victimes du virus Glitchtrap, du jeu Help Wanted, et elle va développer une double personnalité du nom de Vanny, qui se prend pour un membre de la famille de William Afton, et va tuer des gens comme lui. Gregory est le protagoniste voulant arrêter la disparition d'enfants en détruisant la source de tout ce bordel. Dans une des fins, il découvrira que le Pizzaplex a été construit sur un ancien bâtiment de Fazbear Entertainment, et plein d'endosquelettes corrompus dont les profondeurs cachent l'équivalent du blob et ce qui semblerait Springtrap de l'ancien lore de FNAF, qui était censé n'être que de la fiction dans ce nouvel univers. Cependant, il semblerait que la vraie fin ne soit que celle où Gregory a réussi à vaincre Glitchtrap, qui s'était caché dans les bornes d'arcade du Pizzaplex.
Et une fois cela accompli, Vanessa reprendra ses esprits, et ceux-ci quittent le bâtiment, et tout semble rentrer dans l'ordre. Pour l'instant. Ok. Franchement, ça va. Je m'attendais à pire vu la saga précédente. Oh, mais attends, mon petit, quand il y a encore des bouquins à te vendre. Eh merde, je te sens déprimé. Prends ce couteau. Oh, j'ai mal. Grâce au Tale from the Pizzaplex, on reparle des capacités de ce bon vieux Remnant, qui est capable de régénérer les êtres vivants et de guérir le cancer. Quelque chose de pas plus farfelu que ce qui a été capable avant. Mais ça nous introduit aussi le monde AR. Rien à voir avec la VR. Tu veux dire que Fazbear Entertainment, c'est le Apple de son univers? Hein? La VR, c'est de la réalité virtuelle avec un casque qui fait entrer dans un monde virtuel. Et Apple, il a fait un casque AR, c'est de la réalité augmentée. Donc, on continue de voir le monde réel avec du virtuel en plus. Qu'est-ce que tu racontes? On parle de FNAF. Scott Cawthon, il s'en torche de la science. C'est vrai. Bref, le monde AR, c'est comme des disques d'illusion, mais... Non, en fait, c'est juste la même chose. Ça fait voir tout et n'importe quoi selon l'utilité du scénario. Et accessoirement, ça peut te tuer, comme les 3/4 des produits dérivés de Fazbear Entertainment cités dans les bouquins. Mais ce qui est intéressant avec les livres, c'est de montrer à quel point l'entreprise est bourrée de fric. Entre les multiples pizzaplex à travers les États-Unis, en plus des produits dérivés, ils ont une tour entière automatisée avec plus de 300 animatroniques gratuits pour les employés. J'ai dépensé sans compter. Ouais bon, par contre, dans un monde réaliste, il n'y aurait même pas d'employés du tout. Les robots seraient que pour les ultra riches. Quoique, vu ce qui arrive à l'employé dans l'histoire, qui en parle, c'est limite si la tour est pas faite pour buter les résidents, pour en faire du Remnant. Les bouquins ne sont pas censés se passer dans le même monde que les jeux. Mais bon, la frontière est ultra fine avec Scott. Et encore plus quand il décide d'introduire des personnages de Security Breach tels que Gregory dans une de ses histoires. Il n'y a pas que les personnages qui expliquent les événements dans le jeu. Par exemple, une histoire raconte qu'une intelligence artificielle entre dans l'esprit d'un personnage et cause sa mort. Ce qui peut faire écho avec Glitchtrap qui contrôle Vanessa. Par contre, Scott n'arrive toujours pas à aller de l'avant. Et le meilleur exemple est le dernier roman, qui raconte que l'endroit où se déroule FNAF 4 est un endroit réel, ainsi que les animatroniques cauchemardesques. Ce qui est encore un retcon de plus du créateur de la licence, tout en rendant encore plus flou le délire des bouquins. On nous dit que les jeux n'existent pas, mais on nous fait tout le temps référence. On nous dit qu'il faut pas faire de lien entre les bouquins et les jeux, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de les connecter. Et le pire, c'est qu'ils vont introduire le pilier majeur de cette nouvelle saga avec ces bouquins. Il l'a pas déjà fait avec le Remnant? Ouais, sauf que le jeu l'introduit aussi, donc pas besoin de prendre les bouquins en cause. Sauf que là, on nous introduit un nouvel élément clé à cet univers. Le mimique. Eh ben, vous en avez mis du temps pour me présenter. Je te sens aigri. Prends cette prise électrique. Je suis un robot, qu'est-ce que tu veux? À la fin de chaque bouquin, on suit un morceau de l'histoire d'un groupe de jeunes coincés sous le pizzaplex et se feront massacrer un par le mimique. C'est dans une des histoires qu'on apprend la création de cette machine. Edwin Murray, employé de Fazbear Entertainment, a créé un robot pour jouer avec son gamin, pour avoir du temps libre. Il a créé l'intelligence artificielle pour apprendre en imitant. Sauf qu'un jour, le gamin meurt renversé par une voiture et le mimique va continuer de jouer comme s'il était l'enfant. Le père, dévasté et en colère, se défoulera sur le mimique en le mettant en pièces. Mais en faisant ça, le mimique apprendra la violence. Eh ben, heureusement qu'il a pas découvert Internet, sinon il serait devenu violent, raciste et sexiste. Tout ça, c'est de la faute des woke. Non, ça marche pas. C'est pas ça qu'on dit quand on veut se dédouaner de toute responsabilité. Il est flippant, ce robot. Il apprend trop vite. Bref, l'entreprise va récupérer le matériel de Edwin, et parmi eux le mimique. Les patrons vont adorer le concept et le dupliquer. Sauf que le code de base est corrompu par la violence, et donc ils vont vite annuler l'idée. Par exemple, un employé va programmer un endosquelette avec du code mimique pour aller déterrer et démembrer des exosquelettes sous le pizzaplex. Sauf qu'il va démembrer tout ce qu'il y a de bras et de jambes, employé compris. Et comme c'est une entreprise dirigée par des irresponsables, ils vont juste condamner l'accès, ce qui mènera à la mort des jeunes dans la fin des bouquins. Mais ce n'est pas tout. Les dirigeants de Fazbear Entertainment, ils sont riches, mais ils veulent économiser des sous sur le dos des employés en les remplaçant par des IA. Quelque chose de très réaliste quand il s'agit d'illustrer la bêtise des grandes entreprises. Car du coup, ils vont connecter tout le pizzaplex à un arbre qui donnera des ordres aux animatroniques. Sauf que, évidemment, va y avoir du code mimique dedans, et donc tout va dégénérer.
Edwin va même se rendre compte que ces idiots ont réutilisé son invention et va mourir dans l'arbre. Dans Security Breach, on nous dit que les animatroniques ont une puce de personnalité qui leur permet d'apprendre, mais ils ne peuvent pas s'arrêter d'apprendre. Ce qui fait qu'ils dégénèrent facilement en apprenant des mauvais comportements. Ça ne vous rappelle rien ? Bah oui, on comprend que tous les animatroniques principaux sont faits à base de code mimique, car ça fait gagner du temps de programmation pour les dirigeants, qui ne se soucient pas des problèmes que ça va engendrer. Par exemple, Roxy va devenir vaniteuse au point de laisser personne gagner, Chica va devenir ultra gourmande au point de bouffer littéralement des ordures, Monty va devenir tellement orgueilleux qu'il va se mettre à détruire Bonnie, Sun va avoir une double personnalité, et Freddy, la naïveté, je suppose. Au départ, on pensait que c'était Glitchtrap, le centre de cette nouvelle saga, et donc Afton était de retour, car on se disait que le mimique ne pouvait pas être canon, vu que c'était un élément dans les livres. Puis est arrivé le DLC Security Breach Ruin. Sortie le 25 juillet 2023, cette mini-aventure revient à l'ambiance horrifique des premiers jeux, avec un environnement en ruine, d'où le nom. En voyant les trailers, beaucoup ont conclu que la fin où Springtrap brûle était la vraie fin. Mais on découvre que l'endroit s'est effondré probablement à cause du blob, et que Vanessa est vivante. Donc c'est probablement la fin Princess Quest qui a été prise en compte, en plus d'autres indices confirmant cette temporalité. On y incarne la petite Casey, ayant reçu un message à l'aide de Gregory pour venir le secourir. Elle va se retrouver dans les profondeurs du Pizzaplex en devant échapper aux animatroniques ayant fini en ruine, avec l'aide d'un masque permettant de voyager dans le monde aérien. Et donc de tordre la réalité et l'espace-temps. Hein? Ouais, on va dire que le masque la fait délirer et permet de traverser des illusions, mais en vrai toutes les incohérences pourraient être justifiées par un truc. On est dans un jeu vidéo. Non, attendez, là, c'est dans le sens gameplay. Les développeurs ont voulu rendre le jeu plus varié avec des nouvelles mécaniques qui se fichent des contraintes physiques. Ce qui fait que, ouais, le jeu est vidéoludiquement plus fun, mais narrativement... C'est ce qu'on appelle une dissonance ludonarrative. Absolument pas. La narration ne rentre pas en opposition avec le gameplay. Là, c'est juste l'univers réaliste de FNAF qui ne marche pas avec la fantaisie délirante du monde aérien, qui est littéralement un monde qui défie les lois de la physique. Mais bon, le plus important dans l'histoire, c'est que Casey se retrouve avec un masque qui lui permet de voir et détruire les systèmes de protection, l'empêchant d'atteindre Gregory. Celui-ci donnant des instructions vagues jusqu'à une grotte où l'on réussit à vaincre le système de sécurité ayant tenté de nous empêcher d'atteindre cet endroit. Sauf que lorsqu'on libère ce qui était censé être Gregory, c'est le mimique qui se révèle. Et là, les fans de lore ont pété les plombs, tellement son existence remettait tout en question sur cette nouvelle saga. Le DLC se finit par Casey qui suit les instructions du vrai Gregory. Une version alternative du mimique est possible, où il est dans un costume en tissu, et on se retrouve dans une salle de scooper, dans laquelle il va se faire démolir. Ce qui interroge sur qu'est-ce que fout Fazbear Entertainment avec une machine à Remnant fonctionnelle. Tandis que la fin qui semble teaser une suite est celle où Casey finit dans un ascenseur alors que Gregory lui dit qu'elle s'est fait avoir depuis le début et qu'il ne peut pas laisser le mimique s'échapper. Et l'ascenseur s'effondra après. Ce qui montre encore une fois à quel point ce gamin est un connard pour ceux qui avaient encore un doute. Je rappelle que la petite, elle s'est cassé le cul à échapper à des animatroniques qui veulent sa peau en pensant le secourir. Et en retour, Gregory l'a laissé crever. Faut dire aussi que lui et Vanessa se sont fait chier pour créer un super système de sécurité pour empêcher ce mimique de sortir. Et ils ont échoué à cause d'elle. Et oui, l'un d'indices durant le DLC montre que c'est le mimique qui manipule Casey depuis le début. Mais encore une fois, les fans hardcore n'imaginaient pas un seul instant qu'un élément aussi majeur serait introduit de cette façon. Mais désormais, on est sûr d'une chose. Il y a eu un mimique originel qui a servi de base à tous les problèmes qui ont suivi. Et l'une de ces branches est Glitchtrap, issue du code mimique, se prenant pour William Afton au point de recréer Springtrap et faire référence à sa famille dans les jeux. Cependant, je continue de le dire, actuellement, la saga du mimique est la moins cohérente de la licence FNAF. En résumé, la petite Casey a reçu un message demandant à l'aide de ce qui semblerait être Gregory. Les messages lui demanderont de s'enfoncer dans les profondeurs du Pizzaplex, tombé en ruine à cause d'un tremblement de terre inconnu dont le blob pourrait être la source. Cependant, en chemin, elle trouvera un robot qui lui donnera un masque AR
terrestre, lui permettant de contourner des systèmes de sécurité ayant été construits un peu partout, ainsi qu'un outil d'employé de Fazbear Entertainment qu'elle sait utiliser car son père y travaille. À la fin, elle découvre qu'elle s'est fait piéger par le mimique et que le système de sécurité a été conçu par Gregory et Vanessa pour stopper cette créature, mais que la petite a tout gâché. Il y a une fin secrète où le vrai Gregory l'amène jusqu'à la salle du Scooper pour démolir le mimique, ce qui interroge sur le fait que Fazbear Entertainment a une machine à Remnant cachée dans le Pizzaplex. Mais ce qui semble être la vraie fin est celle où Gregory mène Casey à un ascenseur qui s'effondre, ce qui serait une triste fin pour elle s'il n'y a pas de suite. D'ailleurs, un film Five Nights at Freddy, sorti en novembre 2023 chez nous, a décidé de créer son propre lore, en piochant dans celui des 3 premiers jeux, tout en y incorporant Vanessa, car, je veux pas être méchant, mais ça sent le rajout de remplissage. Elle apporte un peu de fraîcheur au vieux lore classique, mais sans plus. Je pense que surtout qu'il voulait mettre un peu de tout dans son film. On a du FNAF 1, un bout de lore sur les Afton, si on cherche un rapport au jeu, des refs au livre, des refs à plein de trucs du lore, et surtout les 3 héros plus globalement qui représentent une part de FNAF. Mike pour la saga des rêves, Abby pour la saga du Redcon infini, et Vanessa pour la saga du mimique. C'est surtout pour que le film ait vraiment de tout qu'elle est là à mon avis. Laisse-moi deviner, les fans hardcore ont essayé de le canoniser à la nouvelle timeline. Ouais. Alors qu'en vérité, il faut arrêter de voir la licence FNAF comme une timeline linéaire, mais plutôt comme un multivers. Sans déconner, chaque univers se contredise entre eux. Ce serait aussi stupide que d'essayer de forcer un puzzle d'ours, de porc et de Patrick Duffy. Ça marche, ça fait l'homme en sport. Non. On va continuer sur l'idée que la seule continuité qui compte, c'est la saga du Mimi, car elle continue sur la bonne voie. Help!Wanted 2, sorti le 14 décembre 2023, consolide les bases qu'on connaît depuis Help!Wanted 1. C'est un autre jeu VR qui permet de continuer de peaufiner les explications sur le monde AR. Comme dans les livres, il semble utiliser des fragments de souvenirs du monde réel pour les calquer dans le monde virtuel. Et je parie que ça fonctionne au Remnant. Tellement c'est surnaturel le fonctionnement de ce bordel. Mais passons à l'histoire du jeu. Celui-ci est destiné à former les employés de Fazbear Entertainment. Mais on y incarne un employé qui semble chercher quelque chose dans le jeu. Et en fouillant les indices, on comprend que celui-ci cherche à se venger d'une cicatrice qu'un monstre lui aurait laissée. Help!Wanted 1 mentionne qu'un testeur du nom de Jérémy s'est tranché le visage pour échapper au contrôle du jeu. Certains éléments laissent à penser que c'est lui. Mais on sait aussi que Casey a un père qui travaille dans l'entreprise Fazbear Entertainment. Et vu comment cette licence adore connecter et recycler ses personnages, on peut déduire qu'on incarne le père de Casey qui veut se venger du mimique, une bonne fois pour toutes. Cependant, dans une fin alternative, on voit qu'il aurait pu y arriver. On voit alors le virus Glitchtrap se faire détruire par Vanille, pour la symbolique. Hélas, la vraie fin est celle où le mimique est libre, en ayant piégé le père qui se retrouve dans l'esprit du robot qui donne le masque à sa fille et donc va la condamner. À l'heure actuelle, le mimique est donc libre, et on ne saura que dans les prochains jeux quelles sont ses véritables intentions. Au moment où je sors cette vidéo, on a eu des indices sur un certain Fallfest et des costumes en tissu dans Security Breach. Des éléments pouvant faire référence aux possibles nouvelles origines de la saga, centrées sur le thème du cirque. Ce qui n'est pas déconnant quand on voit le visuel ou le nom de certains animatroniques, tels que Circus Baby. Un trailer d'un nouveau jeu FNAF parlera du mimique, vu dans Ruine, avec la date de 1979. Ce qui est à l'heure actuelle l'époque la plus ancienne de la licence, car le mimique des jeux n'a donc rien à voir avec celui des livres, et donc les jeux gardent toujours leur propre timeline. On aura donc peut-être la réécriture du vieux lore des Afton. Car oui, la licence a encore de beaux jours devant elle, avec une suite au film qui va adapter une partie de FNAF 2, oh bordel, la morsure de 87. Un nouveau jeu qui va adapter visiblement un des bouquins, ce qui me fait très peur en pensant aux maboules qui veulent tout connecter les œuvres FNAF entre elles, mais ignorons-les, car le plus important, c'est celui sur le mimique, car il va probablement poser, je l'espère, de nouvelles origines à la licence, afin qu'ensuite on puisse parler dans un prochain jeu de ce qui va arriver à la fillette du DLC de Ruine. Je prie très fort que la saga du mimique ne parte pas dans tous les sens. Comme elles l'ont été avec la saga précédente. Honnêtement, je pense pas qu'on puisse faire pire. La barre est beaucoup trop haute. Mais bref, c'est bon, je peux me barrer? Il n'est pas question que je reste un jour de plus ici. Je vais te tuer moi-même. Oh non! Il s'est échappé! Je suis en métal, crétin. Va falloir...
Ok, c'est pas mal, mais va falloir... Simulation de douleur. Pourquoi j'ai appris la douleur. Moi, ça marche aussi. Ouais, allez, pétez-lui les rotules. Ouais, bon, je vous laisse faire vos trucs de taré et moi je me casse. Ouais, la prochaine. Tu sais, sans mimique, y a aucune chance que d'autres clients se fassent piéger. Oh merde, arrêtez de le tabasser, on va avoir besoin de lui pour ramener les clients. Allez, debout, mon grand, on a encore plein de gens à tuer. Ok. Un immense merci à Caillou le Barbare pour m'avoir aidé dans le tournage de cette vidéo, car clairement je possède pas le multiclonage, et sans lui beaucoup de sketchs j'aurais dû être retiré. Alors honnêtement, merci beaucoup. Je remercie aussi Tristan RC pour la relecture de mes scripts, vu que c'est lui qui est le plus gros expert du lore de FNAF, donc si vous voulez plus de détails, allez voir sa chaîne, car il parle aussi de beaucoup de lore de jeux vidéo. Pour ceux qui se demandent est-ce que je parlerai du lore des prochains jeux FNAF, bah y a Tristan pour le faire, donc je vois pas l'intérêt, et là ce projet c'est vraiment un résumé des 10 ans de la licence, en plus de bricoler un truc fun et accessible au plus grand nombre. Après on verra l'avenir de la licence FNAF, et si la saga du Mimic aura une fin. Et si j'ai du budget pour la traiter au global. D'ailleurs, avant que j'oublie, n'oubliez pas de vous abonner parce que purée, ça peut m'aider, hein, merci. Mais en attendant, j'ai plein d'autres jeux indépendants à parler. Donc, bah moi je vous dis à la prochaine. Bye.